Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Mon but, c'est d'interviewer des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des créateurs d'écoles, enfin toutes les personnes qui cherchent à développer le plein potentiel des enfants. Parce que j'ai une mission dans la vie, c'est de changer le monde par l'éducation. Alors, c'est pas une petite mission, je suis d'accord, mais en tout cas, j'essaye de faire ma part. Avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, et bien sûr le podcast. Donc au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne les adultes pour qu'ils puissent mettre leur talent au service des enfants. Pour ce 36e podcast, vous allez écouter Catherine Vanham. Donc Catherine est orthophoniste en Belgique, orthophoniste et formatrice également. Et elle a créé en 2007 un centre de rééducation cognitive où plusieurs thérapeutes accompagnent les enfants. Donc cela leur permet d'avoir une vision globale de l'enfant. Et pendant le podcast, les deux sujets principaux que nous avons abordés sont la gestion mentale et la dyscalculie. Donc j'espère que notre conversation vous ouvrira de nouvelles portes et vous donnera envie d'aller encore plus loin. Après l'enregistrement, j'ai échangé avec Catherine, car elle est formatrice pour Anaï Formation, entre autres, je crois. Et je lui ai parlé de la formation Memento que j'ai suivie, donc Memento sur pour mémoriser les tables de multiplication. Et Catherine me disait que ça rejoint assez bien la gestion mentale. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur Memento, à aller sur le site Anaï Formation pour voir de quoi il s'agit. Et n'hésitez pas à me demander mon avis, vu que j'ai terminé la formation, si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc voilà, je laisse place à ma conversation avec Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Céline. Merci d'avoir accepté de partager ce temps avec moi pour le podcast. Je suis ravie de vous accueillir. C'est avec plaisir. Voilà. Et donc c'est l'invité précédent qui m'a parlé de vous. Et il m'a dit que vous aviez plein de choses super intéressantes à partager sur le podcast. Donc si vous voulez bien, je vais commencer par vous demander de partager avec nos auditeurs vos forces. Vos forces dans le sens de vos forces pour aider les enfants à développer leur plein potentiel. Alors, mes forces, c'est toujours difficile de parler de ses propres forces parce qu'on ne les connaît pas toujours. Mais je suis d'abord logopède, donc orthophoniste, depuis 35 ans. Et je suis donc en contact direct et rapproché avec des enfants à besoins spécifiques et en difficulté d'apprentissage qui présentent aussi donc des troubles d'apprentissage de type dyslexie, dysorthographie, dyscalculie surtout, TDAH, dysphasie, etc. Donc ce sont des enfants qui ont vraiment besoin d'être rassurés constamment, qui sont souvent très cassés, très abîmés par leur parcours, qui parfois arrivent très tard, sont diagnostiqués assez tard, surtout en dyscalculie, le par cœur fait parfois illusion, et donc le diagnostic est tardif et ces enfants sont souvent à ramasser la petite cuillère. Donc on a besoin de pouvoir être là, présente, entière, quand ils sont face à nous. D'accord. Donc mes forces, c'est cette patience, c'est cette bienveillance et c'est de l'empathie aussi. D'accord. Donc au quotidien, vous travaillez avec des enfants, il me semble aussi que vous travaillez dans un centre de rééducation cognitive. Voilà, c'est un centre que j'ai créé il y a 15 ans, un centre pluridisciplinaire qui comporte des logopèdes, orthophonistes, donc des neuropsychologues, des psychologues, des orthopédagogues, une ergothérapeute, une psychomotricienne et une orthoptiste. Donc voilà, on essaye d'avoir une approche extrêmement globale autour de l'enfant. Ça existait peu, je dirais, à Bruxelles à l'époque. Et on essaye d'être à l'écoute des parents, de leurs plaintes et de leurs plaintes et de leurs difficultés face au vécu de leur enfant et d'offrir une vision globale de l'enfant, pas parcelée. Et donc, on peut très bien commencer par de la logopédie orthophonie et puis terminer par de la psychologie ou faire en parallèle des séances de psychoéducation. Donc, voilà, on va vraiment travailler avec l'enfant, avec la famille, pour l'enfant et pour la famille. D'accord. Oui, donc le fait que vous soyez plusieurs collègues avec différentes spécialités, mais dans les mêmes locaux, ça vous permet d'avoir une vision plus globale de l'enfant et de vous entraider, j'imagine, pour
quand l'enfant a Voilà. besoin d'aide. Oui, tout à fait, parce que j'ai travaillé d'abord pendant 15 ans, même un peu plus, seule, et puis de plus en plus en lien avec d'autres professionnels du quartier. Et il y a 15 ans, j'ai vraiment eu envie de fonder une structure qui puisse euh, accueillir une équipe qui se connaît aussi, qui connaît justement ses forces et ses faiblesses, ses dadas et ses spécialisations, pour pouvoir donner aux parents une réponse la plus spécifique et adaptée possible au mal-être de leur enfant. D'accord. Et donc le centre s'appelle Mathémo, c'est bien ça? Mathémo, Hmm. voilà, parce qu'on est quasiment toutes, en tout cas les orthophonistes sont spécialisés en dyscalculie. Et donc, maths et puis émo, d'abord les mots MOTS, puisque au départ, donc, on a quand même un gros groupe de logopèdes orthophonistes, on est 6, 7 orthophonistes. Euh, donc, les mots MOTS, les mots MAUX, bien sûr, et les mots et émotion, l'émotion qui va avec tout ça. Et donc, maths émo, c'est un discours qui se voulait, je dirais, et une image qui se voulait globale aussi, mais qui englobait plusieurs choses avec l'idée d'accueillir les émotions aussi bien que les difficultés spécifiques. Hmm. J'ai bien fait de vous poser la question. Je me doutais que j'avais pas dû comprendre toutes les, toutes les nuances. Enfin, pourquoi vous aviez choisi ce mot précis, ce nom-là précisément. Et alors, j'aimerais vous poser, j'aime beaucoup poser cette question. Pour vous, de quoi un enfant a besoin pour bien grandir, s'épanouir et devenir un adulte autonome, responsable, heureux, enfin, Il a besoin, comment, d'être entouré, d'être sécurisé d'abord. Je crois vraiment fermement dans tout ce qui est motivation de sécurisation pour pouvoir accéder à une motivation plus liée au défi et à l'innovation, comme on dit. Et donc, cette sécurisation, on doit sans arrêt la remettre en terrain parce qu'on a face à nous des enfants qui ne sont plus sécurisés. On est dans un monde extrêmement insécurisant pour les enfants, surtout en cette période. Et la sécurisation, la sécurité, le fait, je repense aux petits loulous d'entre 1 an et demi et 2 ans qui apprennent à marcher, à courir et qui sont sans arrêt à jeter un œil derrière leur épaule pour voir si maman ou mamie est derrière eux. Eh bien, on doit être cet adulte qui est là de manière extrêmement sensible, tout en poussant vers l'autonomie. Et voilà, pour moi, cette sécurisation est très importante. Et aussi, dans cet univers, je dirais, dans cette société-ci, on insiste fortement sur tout ce qui est métacognition. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un autre centre a été créé qui s'appelle Métamo. La métacognition que nous puisons essentiellement, bien sûr, dans les recherches actuelles comme les neurosciences, Olivier Audet, etc., qui sont vraiment des chercheurs intéressants, mais surtout et essentiellement dans la philosophie d'un philosophe de chez vous, donc d'Antoine de la Garandrie, qui a été un des premiers dans les années 60 à travailler avec l'introspection des gens pour essayer de comprendre les mécanismes et les processus des gestes mentaux d'apprentissage, être attentif, comprendre, mémoriser, réfléchir, imaginer. Les enfants actuels sont dans une société qui leur vole leur attention sans arrêt. Ce sont des moments d'attention happés par l'extérieur, par tout ce qui est alerte, smartphone, etc. et écran. Et donc, on doit, en tant que professionnel, réapprendre. Et ça, c'est un des grands plus de Mathémo, réapprendre à l'enfant à apprendre. On est vraiment dans cette urgence-là parce que les enfants qui arrivent chez nous ne savent plus. Ils attendent devant leur feuille. Ils attendent que les informations rentrent. Et bien sûr, ça ne rentre pas tout seul, puisque l'attention exigée à l'école est une attention endogène qui vient de l'intérieur et pas du tout une attention qui stimule de l'extérieur. Donc, c'est cette attention-là, on doit la réapprendre.
Hmm. Donc pour vous, la métacognition a toujours été importante, mais dans la période dans laquelle on vit, avec toutes ces perturbateurs d'attention que sont les écrans, c'est encore plus important que les enfants puissent faire preuve de métacognition, c'est bien ça? Ah, c'est essentiel, c'est Ouais. essentiel. J'ai commencé ma propre formation en 92, donc il y a déjà un petit temps, et puis ça fait 20 ans que je forme sur ce terrain-là. Et c'est vrai que je vois la métacognition des gestes mentaux d'apprentissage. Donc gestes mentaux, je les ai ciblés tout à l'heure, le premier étant l'attention, euh, comme étant indispensable à la société qui s'installe là, de plus en plus. Hmm. Parce que la société va très vite, l'école va un peu moins vite, et moins vite dans le sens réadaptation à la société et aux enfants. Et donc, il est urgent, en fait, de pouvoir aider enseignants comme enseignants, pédagogues et professionnels thérapeutes, de pouvoir remettre la métaconnexion et l'introspection cognitive, pour employer des grands mots, le fait de s'observer de l'intérieur. Comment est-ce que je pense? Comment est-ce que je fais venir dans ma tête ces images, ces mots, ces ressentis? Comment est-ce que je comprends? Comment est-ce que je mémorise? Est-ce que comprendre et mémoriser, c'est pareil? Voilà. Est-ce que si je comprends, c'est bon? Est-ce que si je mémorise uniquement et que je pense que c'est connu, est-ce que l'enseignant sera d'accord? Parce qu'il y a aussi, en général, l'apprentissage n'attend plus simplement une mémoire à l'identique, comme il y a 40 ans ou 50 ans. On est quand même dans une société qui ne forme plus des enfants pour aller à l'usine, on forme des enfants qui vont devoir se dépatouiller dans un monde complexe. Et donc, on doit former la pensée. Et cette pensée, elle se forme par ses gestes mentaux, par la connaissance de soi et par le plaisir surtout. Donc, on est fort à Mathémo ou en général dans toutes les pratiques de gestion mentale, dans cette recherche aussi du plaisir d'apprendre. Oui. Et quand vous avez dit tout à l'heure, les enfants sont passifs devant leurs feuilles et attendent qu'on leur dise quoi faire. Je pense que ce que vous sous-entendiez, c'est que voilà, l'école a du retard par rapport à tout ce qu'on sait au niveau neurosciences et que l'école n'évolue pas assez vite par rapport à toutes les recherches et la société dans laquelle on vit. Mais l'école, c'est pas qu'elle n'évolue pas. Je pense que beaucoup d'enseignants sont géniaux et j'en ai beaucoup autour de moi qui sont extraordinaires. Mais c'est surtout l'enfant qui évolue et l'attention au niveau de la société. Et donc l'enseignant ne se rend peut-être pas toujours compte que le fait de réapprendre à apprendre, notamment le geste mental d'attention, est indispensable et que souvent l'enseignant est dans des implicites. Il y a tous ces implicites scolaires qui sont énorme, c'est étudie, sois attentif, enfin regarde bien le tableau, tu n'as qu'à écouter, non, c'était pas difficile à comprendre. Et donc, en fait, on utilise ces termes de gestes mentaux tout le temps, mais sans jamais les expliciter aux enfants. Or, anciennement, je dirais peut-être que c'était suffisamment clair ou que la société était suffisamment les parents, enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais au niveau des attentes de l'école, on doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose et on a de plus en plus de demandes à Mathémo d'aller au-delà de nos thérapies, je dirais, classiques et d'aller dans un travail métacognitif. Les médecins, les neuropédiatres essentiellement, nous envoient énormément d'enfants pour cette demande spécifique de gestion mentale. D'accord. Et justement, la gestion mentale, c'était un sujet que je voulais aborder avec vous. J'ai vu que vous aviez écrit un livre, Philo et Sophie découvrent la planète tête. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Alors, c'est un livre que j'ai écrit pour l'ASBL TDA Belgique, qui est une association qui prône l'accompagnement des enfants TDAH. Et donc, c'est une histoire de deux enfants, un petit garçon et une petite fille, je dirais beaucoup d'enfants taxés d'hyperactivité, etc., ont parfois aussi une petite hyperactivité intellectuelle aussi. Donc, la petite Sophie, elle est TDAH-P, je dirais, hein, pour reprendre le discours d'Olivier Revol qui parle de plus en plus de TDAH-P. Donc, cette petite fille est très intelligente et très vive d'esprit et philo, qui est un peu dans la lune, comme on dit, hein, qui, au niveau de son geste d'attention, se perd, je dirais, dans sa représentation mentale, alors que la petite Sophie, elle est hyper vive et se nourrit des perceptions de tout ce qui l'entoure.
Et donc, ces deux enfants racontent au lecteur et à l'enfant qui va écouter l'histoire, puisque le but est de la raconter aux enfants, cette histoire. Donc, raconte un petit peu ce qu'on peut faire dans sa tête et puis surtout ce qu'ils vivent au niveau de leurs émotions, cette impression d'être pas comme les autres, de ne jamais faire ce qu'on leur demande, d'être trop lent ou trop rapide, d'être vus comme des zombies. Et donc, ces deux enfants racontent au lecteur tout ce qu'ils ont découvert par la gestion mentale, notamment de se mettre en projet, de faire exister les choses dans leur tête, en images, en mots, en ressenti, peu importe, et de prendre ce temps de faire ce stop dont on parle beaucoup maintenant, ce stop dont on parle en inhibition, si on parle en termes de neuropsychologie, mais dont on parle de stop, j'évoque, je sors de la perception et je me fabrique des choses dans la tête. Si on parle au niveau de la gestion mentale, ce qui se rejoint entièrement. Et donc, apprendre à l'enfant à stopper, à arrêter à un moment donné la perception, on l'entraîne, je dirais, à cacher la feuille, à fermer ses yeux, à vérifier ce qui lui reste, que ce soit de nouveau en parole, en action. Cette idée d'auditif visuel de la gestion mentale est dépassée depuis bien longtemps. Donc, je dirais que peu importe la forme du traitement, l'important c'est le traitement. Et donc, cet enfant va faire exister les choses dans sa tête pour pouvoir soit en reparler avec son thérapeute, soit l'utiliser de manière plus approfondie pour comprendre, soit se projeter dans l'avenir pour mémoriser. Donc voilà, on va prolonger l'attention par d'autres gestes mentaux. Et donc, Philo et Sophie est un petit livre qui parle de ça. Mais j'en prépare surtout un nouveau que je suis en train d'écrire pour le moment, qui est plus pour les professionnels, moins pour les enfants. Aux éditions Mardaga et qui s'intitulera La planète tête. Voilà, donc ça c'est la petite surprise qui sortira en 2021, là probablement premier trimestre 2021. D'accord. Et j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu dans la gestion mentale, parce que voilà, c'est un sujet que je n'ai pas encore beaucoup creusé, et voilà, peut-être que les auditeurs seront intéressés aussi. Quand vous dites l'attention, c'est un geste mental. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu parce que pour moi, l'attention, c'était un des 4 piliers de l'apprentissage. Voilà, je n'utilisais pas le mot geste mental, j'utilisais un pilier de l'apprentissage. Alors, ouais. Et c'est vrai que j'en reparlais à une voisine qui est orthophoniste aussi dernièrement, et elle me disait, mais c'est vrai que la première fois que tu m'as parlé de geste mental, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Des gestes, c'est ce qu'on fait avec son corps. Alors, c'est vrai que la Garandry, donc le philosophe qui s'est basé sur le dialogue avec les gens, les apprenants, pour découvrir un petit peu ce qu'ils ressentaient personnellement. Il a préféré faire confiance aux gens qu'aux souris de laboratoire. Et il disait que pour passer d'un côté du bassin de natation à l'autre, on fait des gestes, en effet, physiques. On peut faire la brasse, on peut faire le crawl, on peut faire le dauphin, on peut faire le petit chinois. Bref, on peut faire plusieurs gestes qui vont nous permettre de passer d'un côté du bassin à l'autre. Eh bien, pour apprendre, il estimait aussi que nous faisons plusieurs gestes qui nous permettent d'avancer, je dirais, dans l'apprentissage, mais que ces gestes ont des structures et des projets de sens. Il était philosophe, donc naturellement, on va utiliser beaucoup de mots qui sont plutôt philosophiques. Donc, que ces projets de sens et ces gestes étaient différents. Et ces 5 gestes mentaux qui permettent d'avancer, non pas dans le bassin de natation, mais dans l'apprentissage, sont l'attention, qui est le premier geste générique, qui doit être volontaire. L'attention, on a bien sûr des attentions extérieures qui nous happent, comme j'en parlais tout à l'heure, qui nous permettent de tenir compte de l'ambulance qui nous dépasse, ou voilà, qui nous permettent d'être toujours attentifs aux saillances de l'extérieur et de vérifier s'il n'y a pas un camion qui arrive à toute allure sur le passage piéton. Donc ça, c'est naturellement essentiel. Mais ici, quand il en parle au niveau des apprentissages, on est dans une attention qui se doit d'être volontaire. Si elle n'est pas volontaire, elle n'existe plus. Et donc, il estimait que c'était un geste mental, volontaire et générique de tous les autres. C'est-à-dire qu'en étant attentif,
Je peux simplement être attentif pour être attentif. Hein, mais en général, on est attentif pour comprendre. On est attentif pour mémoriser, pour réfléchir, pour imaginer, ou pour faire un micmac et un feu d'artifice de 5 gestes mentaux ensemble. Il a fait alors acte de connaissance. Et donc, en fait, il a décortiqué, je dirais, en interviewant, en discutant, comme on le fait ensemble, avec l'introspection je dirais, de centaines et centaines de personnes et de toute une équipe de chercheurs, pédagogues à l'époque, et lui philosophe et professeur de philosophie à l'université, c'est là qu'il a commencé. Et donc il a passé un temps énorme de sa vie à essayer de comprendre les différentes structures de ces différents gestes mentaux pour pouvoir les conseiller à ceux qui avaient du mal et pour pouvoir amener à la conscience les procédures spécifiques de chacun, parce qu'on ne fait pas tous pareil. Si je vous dis pomme, vous allez peut-être penser à la pomme de votre ordinateur, et moi je vais penser à une bonne petite Granny Smith bien vert pomme, ou à la chanson Pam 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 de Beethoven. Et donc on peut naturellement avoir des représentations mentales extrêmement variées à partir d'une seule perception, et c'est ça qu'il a voulu identifier dans des canaux, dans des gestes mentaux différents. Tiens, comment font les gens ? Et de découvrir tout un panel énorme de possibilités qu'il propose alors dans ce qu'il appelait les propositions pédagogiques, c'est-à-dire qu'il propose pour les enfants qui sont un petit peu perdus, qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et donc ça c'est merveilleux parce que ça, c'était dans les années 80, donc c'est pas récent, au tout début des neurosciences, au tout début de la neuropsychologie, et je me souviens à l'époque, j'avais acheté encore une cassette VHS à l'époque sur un colloque, et il disait à la fin de cette cassette encore en noir et blanc, il disait mais ce serait merveilleux qu'un jour, au lieu d'envoyer des fusées qui coûtent une fortune sur la planète Mars ou la planète Lune, en se rendant compte qu'il n'y a pas grand-chose à découvrir, il serait merveilleux qu'on envoie un jour quelque chose pour aller découvrir ce qui se passe sur la planète Tête. Voilà, je me doutais que c'était la suite. Voilà. Et on y découvrira une multitude de choses extraordinaires. Or, c'est ce qui s'est passé avec les neurosciences. Ouais. On est en train de découvrir cette planète Tête. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, toutes ces intuitions, ces recherches philosophiques basées non seulement sur ces intuitions, mais aussi sur l'introspection des gens avec qui il discutait, sont de plus en plus confirmées. Ouais. Et donc le premier geste mental, c'était l'attention, et les 4 autres, alors, si vous pouvez nous dire les 4. C'est pas dans l'ordre, hein. Donc il y a l'attention qui est générique dans le sens où elle est numéro 1. D'accord. On peut rien faire. Mais par contre, les autres, ce sera selon le projet qu'on a. En fait, le projet est un maître mot en gestion mentale. Selon le projet qu'on a dans l'acte de connaissance ou dans la tâche qui est face à nous, on va être dans un projet de mémoriser, comprendre, réfléchir ou imaginer. Ou un petit micmac de tous, comme je le disais tout à l'heure. D'accord. Et donc ça, c'est essentiel parce que beaucoup d'enfants les confondent. Et beaucoup d'enseignants les confondent aussi en disant mais tu dois connaître. Mais c'est quoi connaître? Et donc en fait la gestion mentale identifie aussi tous les implicites scolaires. Est-ce que vous pouvez nous citer un peu des implicites scolaires? Déjà connaître. Tu dois connaître pour demain. Connaître, c'est naître avec, hein. Au niveau étymologique, naître avec, c'est faire sien, c'est s'approprier, c'est l'intégrer, c'est raconter les choses dans sa tête avec ses propres mots, avec ses propres images mentales, avec ses propres ressentis. Et donc connaître, c'est une sorte de belle symphonie de tous les gestes mentaux. Mais ça, quel est l'enseignant qui le dit? Quand on dit à l'enfant, mais allez, maintenant, sois un petit peu attentif, regarde le tableau. Mais c'est quoi regarder le tableau? C'est regarder le tableau, quoi, il est vert, il est noir, il est blanc. C'est regarder le tableau pour voir la forme d'écriture de la maîtresse qui a écrit les mots de dictée. C'est regarder le tableau pour me parler justement les lettres de ce mot compliqué que je vais devoir réécrire. Je repense à une petite patiente qui avait toujours des 10 sur 10 dans ses préparations de dictée et qui avait des lamentables 0 ou -2 à ses productions de dictée.
Et je fais un dialogue pédagogique avec elle en gestion mentale et je lui demande comment elle fait dans sa tête quand elle copie et prépare sa dictée. Elle me dit alors, tu vois, madame, elle a fait le petit dessin du mot et puis elle a écrit le mot et puis elle a mis 3 lignes en dessous. Et toi, ah ben elle a mis, il faut recopier 3 fois le mot. D'accord. Et je dis, qu'est-ce que tu fais alors avec le mot la maison là, que tu vois sous les yeux et le petit dessin de la maison? Ah ben déjà, moi je vois ma maison dans ma tête. Hein. Ok, super, tu vois ta maison dans ta tête. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Ah ben, et puis sur les 3 lignes, je recopie la, et puis ma, is, on. D'accord. Et puis à la dictée, alors quand madame demande d'écrire la maison, je vois ma maison dans la tête. Vous voyez? Et donc, mais oui, mais est-ce qu'à un moment donné, quand on dit à l'enfant prépare ta dictée en copiant 3 fois le mot, est-ce qu'on explicite les représentations mentales qu'il y a à faire pour être compétent dans cette tâche? Jamais. Jamais. C'est sous-entendu. Et c'est comme ça, en fait, dans tout. Dans le mot étudier, dans le mot il faut savoir pour ce soir, dans le mot savoir une règle de grammaire, c'est quoi? C'est pour la redire à l'identique. Beaucoup d'enfants le pensent et donc connaissent par cœur leurs règles, mais ne les appliquent jamais quand ils écrivent. Ouais. Parce qu'ils sont dans une étude mémorisante à l'identique et pas du tout dans une étude applicante, compréhensive. Et parce qu'on ne leur a pas dit. D'accord. Et pour la dictée, qu'est-ce que l'enseignant ou l'enseignante aurait pu dire à cet enfant? Prépare ta dictée. Mais qu'est-ce qu'elle aurait, au lieu de dire prépare ta dictée, qu'est-ce qu'elle aurait pu dire? Voilà, il y a des choses qui sont très très faciles à faire et à mettre en place. C'est par exemple recopie 3 fois le mot en cachant le modèle, ou bien recopie 3 fois le mot en essayant de prendre le modèle dans ta tête, en te parlant les lettres, en visualisant les lettres, ou en ressentant ta main qui écrit le mot. Et donc, en fait, moi, je dis souvent aux enseignants que je forme beaucoup aussi, c'est d'essayer de proposer en début d'année ou en début de prise en charge, d'essayer d'être assez explicite, vraiment d'expliciter le plus possible la tâche en cours au niveau de... Mais pour ça, il faut que l'enseignant s'introspecte lui-même et analyse la tâche aussi. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette tâche? Il y a plein de choses. Hein. C'est pas simplement recopier le mot et je l'ai dans la tête pour toujours. Et donc, il y a non seulement des petites consignes qui seront des consignes explicites et procédurales avec un petit 1, un petit 2, un petit 3, et mets ta main sur le mot quand tu le copies. Parce que là, l'enfant est obligé de prendre l'image du mot. Quand je dis image, c'est aussi bien verbal, auditif kinesthésique. Hein, c'est pas visuel uniquement. Donc, il est obligé de prendre le souvenir du mot, je dirais, dans sa tête, tandis que quand la main est dégagée et que le mot est sous les yeux, on recopie bêtement, comme on dit, le mot. Et très souvent, je parle aux gens en formation, je leur dis, mais il y a des Obélix et des Astérix. Laissez Obélix et Astérix dans tout apprentissage. Mais Obélix, il est tombé dans la potion magique quand il était petit. Et Astérix, il en a besoin et de chaque fois aller chercher chez Panoramix, le Dorite. Eh bien, dans les apprentissages, c'est un peu comme ça. Il y a des petits Obélix qui, de manière inconsciente et implicite, tombent dans les attentes scolaires. Ils n'ont jamais besoin qu'on leur explique quoi que ce soit, ça va tout seul. Et puis, il y a les Astérix qui sont loin d'être sots. Et c'est pour ça que je prends cet exemple pour les enfants. C'est parce qu'ils savent très bien qu'Astérix est un petit intelligent. C'est pas un sot. Que Astérix, mais simplement, il a besoin d'une potion. Et la potion, c'est la métacognition. J'ai besoin de savoir ce que je dois faire dans ma tête. Et une fois que j'aurai cette recette, entre guillemets, cette capacité d'apprendre à me connaître et de savoir ce que je peux faire dans ma tête, je pourrai faire ma potion tout seul. Même si je ne suis pas tombée dedans. Et donc, il y a une autonomie qui est à la clé, là, qui attend derrière la porte. Et le but, bien sûr, d'une prise en charge en gestion mentale, c'est de permettre à l'enfant de retrouver cette autonomie de penser et d'apprendre sans être toujours avec un grand point d'interrogation dans les yeux en disant « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» Une maman au téléphone me disait « Mais qu'est-ce que je dois faire, Madame Vanham ?» Mon fils de 14 ans reste des heures sur ses feuilles dans sa chambre et quand je l'interroge, il ne connaît rien. Et j'ai questionné cet enfant par la suite et je lui ai dit mais je vais l'appeler Astérix. Mais Astérix, qu'est-ce que tu fais? Voilà, je te donne
deux, trois feuilles devant les yeux. Qu'est-ce que tu fais quand on te demande d'étudier, quand tes parents te demandent d'étudier? Comment tu t'y prends? Elle me dit, j'ouvre mon cahier. Je dis, ok, super, c'est un excellent début. Tu ouvres ton cahier et puis, je lis. Ok, tu lis et puis, bon. Je dis, tu attends quoi? J'attends que ça rentre. Si tu as déjà vu des mots qui sortaient des cahiers, qui rentraient dans la tête des enfants, c'est assez étrange quand même, ce serait formidable, mais c'est assez étrange. Et il me dit, oui, mais pourquoi vous vous moquez de moi? Je dis, mais je ne me moque pas de toi. Il me dit, mais si tu attends des heures, et c'est ce que ta maman m'a dit au téléphone, si tu attends des heures que les mots rentrent dans ta tête, ça ne rentrera pas. Et c'est là dont je parlais, cette idée d'intentionnalité, dont parlait de la Garandrie au niveau philosophique, l'intention de ce geste mental. Si je n'ai pas l'intention de faire vivre ces mots dans ma tête en les visualisant, en faisant des films, en créant des choses, en imaginant, si je n'ai pas l'intention de faire tout ça, les mots ils restent bêtement sur la feuille et il ne va rien se passer. Et ça arrive souvent à des enfants, et c'est pour ça que j'avais choisi le terme d'aspectéris aussi, ça arrive souvent à des enfants intelligents, dans le sens où les premières années d'école, si je ne parle pas des enfants 10 qui, eux, ont des difficultés spécifiques dès le début, mais je parle ici de certains enfants qui ont vraiment besoin d'apprendre à apprendre au niveau général, même s'ils ne sont pas dyslexiques ou dysorthographiques ou dyscalculiques. Je ne dis pas que les enfants 10 ne sont pas intelligents, loin de là. Ils le sont à leur manière et de manière très spécifique et très efficace dans d'autres domaines et dans d'autres tâches. Mais ici, je veux parler d'enfants qui, souvent en primaire, donc entre le CP et la 6e, n'ont jamais eu de difficultés. Et puis arrivés en début de collège, là, sont complètement perdus. Parce qu'ils n'ont aucune conscience de ce qu'il y a à faire. Et que jusqu'alors, ça rentrait un petit peu tout seul parce que le sens et la compréhension, je dirais, étaient emballés avec le reste. Et puis tout à coup, quand il y a des choses à apprendre qui sont un peu plus rébarbatives, eh bien, c'est beaucoup moins drôle et c'est beaucoup moins facile. Donc, on travaille aussi beaucoup avec ce genre de petits adolescents-là qui sont parfois même, je dirais, identifiés au potentiel, mais qui sont tout à fait paumés au niveau des Ouais, c'est vraiment très, très, très riche. Et j'aime beaucoup le fait que vous utilisiez des métaphores. C'est prouvé, hein, le fait des métaphores aide vraiment à comprendre et à retenir l'information. Avec les enfants, c'est toujours. Oui. Et j'aimerais bien, vous emmener sur un dernier sujet pour ce podcast, sur la dyslexie ou la dyscalculie. Je sais pas, on peut peut-être choisir entre les deux pour pas abuser de votre temps, mais voilà, j'aimerais bien avoir... si vous pourriez, soit nous apporter 3 ou 4 pistes concrètes pour aider un enfant dyslexique ou dyscalculique, voilà, comme vous préférez. Alors, je vais prendre dyscalculique parce que je pense que en France, il y a moins d'orthophonistes qui travaillent la dyscalculie et qu'en plus, quand elles le font, les listes d'attente sont tellement longues que les parents sont très démunis et doivent souvent se débrouiller tout seuls. Pendant en tout cas 1 an, 2 ans, voire 3 ans d'attente parfois sur les listes d'orthophonie. Donc, je vais donner des conseils à ce niveau-là. Alors, d'abord, il y a des dyscalculies, donc c'est très difficile de donner des conseils universels, mais je vais quand même essayer d'en donner qui conviennent à tous. Donc, ce que je constate, je suis formée et spécialisée en dyscalculie depuis les années 90, donc ça fait un petit temps, un petit peu d'expérience derrière moi, mais ce que je constate, que l'enfant ait 8 ans, que l'enfant ait 14 ans, qu'il en ait 22, parce qu'ils viennent de plus en plus à l'âge adulte quand ils sont à l'UNIF ou en haute école pour des demandes d'aménagement raisonnable, d'accompagnement spécifique à l'école. Ce que je constate, c'est que la numération n'est pas en place. La numération, c'est tout le système en base 10. C'est de comprendre que des millièmes, ça fonctionne exactement comme des unités. Quand j'ai dit millième, je peux passer et ça fait 1 dans la colonne d'à côté. Et ça me fait 1 centième. Et quand j'ai 10 centièmes, ça fait 1 dixième, etc. Et donc, tout ce système, cet algorithme, je dirais, de la numération est très souvent très, très mal en point et le sens n'a pas été fait. Pourquoi ? Parce que dans beaucoup d'écoles, on travaille en CP
les chiffres, enfin, les nombres entre 1 et 20 en CP, et puis les nombres entre 20 et 100 en CE1, etc. Alors qu'en fait, c'est le système qu'on doit travailler. Et on doit, en mettant l'enfant dans le système le plus vite possible, avec cette idée de je fais des paquets de 10. On travaille beaucoup avec du fagot de petits bâtonnets en rééducation, ou des grandes pailles, mais enfin les pailles et les chalumeaux, on ne peut plus les utiliser maintenant en plastique, et les pailles en bambou, c'est pas plus cher. Donc, mais sinon, les petits fagots d'allumettes sans soufre, eh bien, on fait faire à l'enfant des petits fagots de 10, des petits 10 fagots de 10 qui font un fagot de 100 qu'on entoure d'un élastique. Et puis les 10 fagots de 100 qu'on entoure d'un grand élastique qui font le fagot de 1000, etc. Et on espace ça sur des espaces, sur des lieux, je dirais, différents dans la table, de travailler cette numération avec du matériel concret, surtout pas un seul matériel aussi. Je dirais il faut varier les matériels parce que la généralisation et l'abstraction se fait sur base, on parle de plus en plus de la mémoire épisodique ou multi-épisodique, d'épisodes de vie, donc de rencontres de l'enfant avec les choses. Et donc, plus il rencontre de matériel, plus différent, parle de la même chose, plus il va pouvoir justement abstraire à un moment donné le système et comprendre que ce système, peu importe que ce soit des pailles qui sont grandes comme ça, ou des petits bâtons qui sont tout petits, ou des trèfles, puisque j'ai créé 2 jeux de mathématiques, des trèfles ou des jetons d'argile dans mon autre jeu, peu importe le système, peu importe le matériel, ce sera le même système. Donc, si les parents peuvent faire manipuler avec du matériel concret, ça peut être aussi des marrons. J'ai été formée par Bernadette Guérit, qui était une dame extraordinaire, et qui faisait faire dans les écoles des grands concours de marrons. Et donc, tous les enfants de l'école, et je le fais en atelier maths avec mes petits patients, tous les enfants portent des marrons. Et donc, on les met tous sur le sol, sur un grand plastique, et on dit, comment on va faire pour compter tous ces marrons? Parce qu'il y en a parfois plus de 1000. Et donc, les enfants vont élaborer des tas d'idées, vont proposer des choses, vont chercher, et puis va émerger l'idée de, mais si on en mettait 10 dans un petit sac? Ah ok, on va prendre un petit sac en papier et on va mettre 10 marrons dedans. Ok, d'accord. On le ferme bien, on met de côté. Ah, il y a encore 10 marrons. Ok. Et on fait comme ça des tas de petits paquets de 10 marrons. Oui, à un moment donné, on se dit, oh là là, ça fait beaucoup de petits paquets de 10 marrons. Et puis, mais si maintenant les 10 paquets de 10 petits marrons, on les mettait dans un sachet un peu plus grand. Ah ok, d'accord, on va prendre un sachet un peu plus grand, on va mettre les 10 paquets de 10 petits marrons dans le sachet un peu plus grand. Et en fait, on se rend compte que plus on manipule comme ça la numération, et donc pour finir, même un enfant de 4 ans, 5 ans peut très bien comprendre qu'il y a un tout gros paquet de marrons, 3 moyens paquets de marrons, 2 petits paquets de marrons et 3 marrons tout seul. Et en fait, il a le système. Ouais. Donc, à partir du moment où ce système est maîtrisé, vécu, compris dans le plaisir et dans la manipulation, on est dans le bon. Je dirais qu'en général, si je peux parler de choses un petit peu rapides comme ça, c'est ce que je dirais, c'est le plaisir de la manipulation concrète, mais surtout, et là j'insiste, ne pas rester dans cette manipulation. Sinon, l'enfant, dès qu'il ne l'a plus sous les yeux, ne s'en sortira plus. Ouais. Donc, on va rajouter justement tout le travail de prise de conscience et de gestion mentale en cachant le plus souvent possible le jeu qu'on est en train de faire ou le matériel qu'on est en train d'utiliser, en faisant verbaliser à l'enfant ce qu'il a sous les yeux et en faisant projeter l'enfant dans l'avenir en disant « Tiens, et quand tu seras en classe, est-ce que tu pourras faire venir dans ta tête, est-ce que tu pourras faire venir, tu penses, les petits fagots aussi? S'il est noté 32 au tableau, il est noté un 3 et un 2. Est-ce que tu vas pouvoir faire venir? Ah oui, je vais faire venir 3 petits fagots de 10 et 2 allumettes. Ok, les petits fagots de 10, ils seront notés où? À gauche ou à droite? Par là. Oui, mais ça s'appelle comment? La gauche ou la droite? À gauche. Ok, super. Et les petits allumettes toutes seules? À droite. Ok, c'est super. Et donc, voilà, on va sans arrêt stimuler, je dirais, l'image mentale en alternant image mentale, travail concret, image mentale, travail concret.
J'ai une question. Correction dans l'avenir. J'ai une question qui me brûle la langue. C'est est-ce que vous connaissez le matériel de mathématiques de Maria Montessori? Oui, bien sûr, je l'adore. Et je l'ai aussi. Voilà. Donc, c'est vrai que le matériel des petites allumettes, c'est celui que j'utilise depuis 30-35 ans. Maintenant, moi, j'utilise de plus en plus aussi, et quand on parlait de diversité, ben, j'ai les perles, que ce soit le long fil de mille La chaîne de mille, l'enfant, voilà, la chaîne de mille que l'enfant peut promener dans tout le centre en allant jusqu'à quasiment 10 mètres plus loin, ou que ce soit le gros cube de mille qu'on a avec les réglettes cuisonnières, donc c'est encore un autre matériel que j'utilise. Et donc c'est vrai qu'en Montessori, moi j'ai choisi notamment de prendre les petites plaquettes de sang et les chaînes différentes, les chaînes de 100 ou de 1000, peu importe, parce que je trouve ça génial, dans le sens où on travaille par le même chemin, tout ce qui est permanence et conservation du nombre. Ce n'est pas parce que c'est long que c'est plus beaucoup, hein, plus gros, et ce n'est pas parce que c'est en carré qu'il y en a moins. Donc on peut naturellement travailler tous les concepts de Piaget en plus avec ça. Et oui, Montessori, on est d'ailleurs en train de se former à Montessori Math avec une ancienne directrice d'école de Paris, qui habite maintenant à Bruxelles et qui est extraordinaire. Ben c'est ça, parce que Maria Montessori avait tout compris. Voilà, si on reste sur les mathématiques, le matériel est très concret et on va au fur et à mesure vers l'abstraction. Et du coup, les enfants construisent la numération, elle est vraiment bien construite et bien en place. Et donc ma question, c'est est-ce que si tous les enfants bénéficiaient de ce matériel, Montessori ou ce que vous faites là avec les marrons et les petites allumettes, est-ce qu'il y aurait des enfants dyscalculiques? Ça c'est la grosse question. Alors c'est vrai que Montessori, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'il y a tout un matériel qui est déjà symbolique, qui est déjà proche du code. Les perles, bien sûr, c'est 1000 vraies petites perles, mais c'est déjà fagoté par... c'est comme les allumettes, quoi. Oui, voilà. C'est déjà... les marrons, c'est vraiment tout à fait concret. Je dirais, ce serait un monde formidable hein, si on mettait l'enfant dans du sens. Montessori, en effet, elle avait compris. Je suis en train de lire, il n'est pas loin d'ailleurs. Je l'ai là sous les yeux, le gros bouquin de Montessori validé par les neurosciences. C'est très difficile d'imaginer. Je pense que les vrais entre guillemets, dyscalculies, il y a des dyscalculies pédagogiques. Et je pense qu'on éviterait déjà toutes celles-là. Ça, c'est évident. Il y a des dyscalculies d'enfants qui ont tout appris par cœur parce qu'ils sont sentis qu'à l'école, c'était ça qui était, dans certaines écoles en tout cas, c'était ça qui était attendu. Et ils ne sont pas sots, donc ils vont au plus pressé. Ou il y en a d'autres qui apprennent tout par cœur parce qu'ils ont du mal en lien logique. Et c'est vrai que là, le matériel Montessori ou l'autre pourrait les amener à faire du lien logique sur du sens concret. Il les amènera petit à petit à faire du lien logique sur du code, ça qui est attendu en mathématiques, pour revenir au concret après. Donc, c'est tellement complexe. Mais je pense qu'on éviterait en tout cas, à mon avis, si du matériel de type Montessori, autre matériel, enfin tous ces matériels mathématiques qui font sens à l'enfant, je pense qu'on éviterait 50% des difficultés. Oui, donc ce serait déjà énorme. Hein. Oui, parce que dans nos cabinets, je dirais les dyscalculies liées à un manque de sens, à une recherche de sens, ou à un enfant qui simplement n'a jamais fait sens parce qu'on ne lui a pas proposé de faire, c'est énorme. C'est énorme. C'est le gros de notre patientèle. Oui. Moi, je m'en rends compte là cette année. Alors, c'est tout récent, hein, parce qu'on n'est que le 11 septembre, hein, mais je suis maîtresse en quart-temps, donc une seule journée par semaine. Et mon objectif, voilà, c'est d'aider déjà plusieurs enfants à les aider avec cette numération, unité, dizaines, centaines, milliers. Combien il y a de dizaines dans une centaine, combien il y en a dans un millier. Et voilà, avec le matériel, là, rien qu'en 2 séances, je vois déjà... comme si tout reprenait, enfin, comme s'il y avait du sens qui arrivait sur tout toute leur connaissance antérieure. C'est essentiel. C'est des enfants de CE2 et de CM1. Et je vois qu'il y a eu quelque chose de raté. Enfin, en tout cas, ils ont raté ça dans leurs années précédentes. Et là, en quelques séances, je vois déjà la différence avec ce matériel, quoi.
Et puis, ce qui est génial avec le matériel Montessori, c'est qu'on présente déjà ce genre de matériel en maternelle. Mais oui. Et que donc, on parle de plus en plus maintenant de l'impact de tout ce qui est mémoire perceptive, c'est-à-dire des enfants, des choses qu'on a vues sans nécessairement les apprendre, quelque chose qu'on a manipulé avec une idée ludique uniquement ou avec une idée, je pense au trinôme, hein, au cube du développement du trinôme par exemple, eh bien l'enfant joue entre guillemets, je dis entre guillemets parce que c'est un jeu sérieux, c'est pas un jeu anodin, il joue avec ce matériel en maternelle comme si c'était un puzzle quelque part, en 3D, et puis il revient, et ça c'est cette mémoire perceptive aussi des doigts. On parle de plus en plus de l'importance des doigts. C'est vrai que j'ai plus pensé à reparler de Montessori, mais je suis une grande fan. Tout ce travail des doigts, on utilise les lettres rugueuses, les chiffres rugueux. L'intérêt des perles, c'est qu'on peut les prendre les unes après les autres, les sentir dans ses doigts. Donc toute cette mémoire, non seulement haptique, mais sensorielle au sens large, perceptive, va permettre à la mémoire de ressurgir des choses 10 ans après, quand ils seront en secondaire au collège. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement montessorien, je dirais, et qui est particulièrement génial. Oui, du coup, ils vont manipuler le cube du binôme voilà, quand ils vont être en maternelle. Et après, les formules voilà, A plus B au cube auront beaucoup plus de sens, quoi. Oui, tout à fait. C'est le sens. On est vraiment sur cette... mais pour moi, en tant qu'orthophoniste, je ne suis pas uniquement dans du matériel Montessori parce que justement, je me dois aussi d'être diversifiée dans le sens où les enfants doivent pouvoir manipuler le plus possible de matériel et qu'avec des enfants qui présentent des pathologies, on va devoir s'adapter, je dirais, le plus finement possible à cet enfant. Par exemple, un enfant qui est dyspraxique va avoir peut-être un peu plus de mal avec les perles et on va essayer de choisir, ou avec les allumettes d'ailleurs, ce sera difficile pour lui, on va choisir quelque chose de plus verbal, quelque chose de plus... Voilà, donc on essaye d'avoir une grande panoplie matérielle pour pouvoir s'adapter finement aux besoins de l'enfant qui est en face de nous. Et pour terminer sur la dyscalculie, donc vous avez expliqué, donc on a vraiment parlé de la numération, mais est-ce que vous aviez autre chose à rajouter ou de donner des pistes concrètes pour aider un enfant dyscalculique ? La mémoire aussi est quand même quelque chose d'assez récurrent dans leurs problèmes, tout ce qui est mnésique, mémoire à long terme, et donc le fait de les accompagner dans le geste mental de mémorisation au niveau de la réactivation sur le long terme, de la mise en projet, de se projeter, ferme tes yeux, imagine que tu es la semaine prochaine, qu'est-ce que tu vas me dire, comment tu vas faire revenir dans ta tête ce qu'on a fait aujourd'hui. Projette-toi en classe, qu'est-ce que tu vas faire quand tu as ça sous les yeux, même si tu n'as pas ton matériel avec toi, est-ce que tu penses que tu peux le faire venir dans ta tête? Donc tout ce qui est mémoire, on emploie aussi énormément les mandalas, tout ce qui est mandala cognitif, que vous connaissez peut-être. Ce sont des dessins concentriques au départ créatifs, mais on utilise le mandala cognitif pour y mettre des informations à apprendre, que l'enfant va colorier. Par exemple, les tables de multiplication, chacune aura son mandala, ou bien un mandala global pour toutes les tables. Il est tout à fait faisable et possible de faire toutes les tables, toutes les difficultés sur un seul mandala. Et donc l'enfant, en coloriant ce mandala avec ses couleurs choisies, avec l'humeur et l'émotion du moment, celle-là je la colorie en rose parce que j'aime bien 3x7, et puis celle-là j'aime pas du tout, je la colorie en marron parce que j'aime pas du tout le 8x7. Et donc voilà, l'enfant va le colorier, va le réactiver, on va demander aux parents de jouer le jeu avec nous, de faire revenir... on laisse souvent le petit mandala dans la voiture, par exemple, comme il y a beaucoup d'embouteillages à Bruxelles, ben c'est très bien, il y a du temps dans la voiture, et donc je demande à l'enfant d'interroger son papa ou sa maman qui conduit, simplement en regardant son mandala. Donc tu regardes le 3x5, et tu regardes vite la solution, et tu demandes à papa, tu regardes plus ton carton, et tu demandes à papa, 3x5 papa, et papa doit te dire 3x5, 15.
Et en fait, comme ça, l'enfant, mine de rien, a une perception visuelle, et puis il a un écho, je dirais, en perception auditive, et puis comme il vérifie si ce que papa lui a dit était bien juste, il a de nouveau une vérification visuelle, et en fait, l'enfant est en train de réactiver, mine de rien, cette table toutes les semaines dans la voiture, en croyant gentiment que c'est son papa qui fait le travail. Et donc, bien sûr, je leur explique. Hein, j'ai expliqué aux parents et à l'enfant que c'est un travail pour les deux. Et pour papa, c'est sûrement très bien, mais pour lui, ça va l'aider dans l'interaction avec les parents. Et donc, voilà, on utilise pas mal de schémas, ce qu'on appelle des schémas centrés, des schémas globaux centrés, que ce soit les mind mapping, que ce soit donc, le schéma heuristique, ou le topogramme, peu importe comment on l'appelle, ou le mandala, qui vont accompagner aussi du plaisir, du sens, mais là plus du code, hein, c'est du sens et du code, on est plus proche de l'écrit, hein, on est moins dans la manipulation concrète. Mais donc cette mémoire doit être accompagnée fortement chez l'enfant dyscalculique aussi, parce qu'il oublie très vite, ils sont en surcharge cognitive tout le temps, ça c'est pour tous les dys. Ce qu'on appelle la double tâche, hein, que Michel Mazo mentionne très fort, très souvent, c'est cette double tâche cognitive qui fait que, comme ce sont des enfants en grosse difficulté, tout ce qui est déjà automatisé et passé dans la mémoire procédurale pour les autres enfants de la classe, eux, ils doivent encore le verbaliser, le décomposer, l'expliciter, enfin tout ça prend de la place dans ce qu'on appelle la mémoire de travail. Et comme ça prend de la place dans la mémoire de travail, mais il y a moins de place pour le reste, c'est-à-dire l'exercice en question. Et donc, cette mémoire, on la stimule énormément, de nouveau, avec du plaisir et de la prise de conscience, parce qu'on ne va pas faire des exercices sans que l'enfant sache ce qu'il fait. C'est des exercices en disant, voilà, qu'est-ce que tu as fait dans ta tête, pourquoi on fait comme ça, pourquoi c'est important. Donc, j'ai des petits schémas qui expliquent la mémoire, qui expliquent les réactivations, dans le temps et qui prennent conscience, qui amènent la prise de conscience de tout ça. D'accord. Et avant que je vous pose mes 3 dernières questions habituelles, est-ce qu'il y a un sujet que vous auriez aimé aborder ou une précision à apporter auquel j'aurais pas pensé? Moi, je dirais qu'il y a un mot magique qui est souvent oublié, peu importe que ce soit en thérapie, chez les parents, à la maison, ou en classe. Il y a pas de faute, hein, nulle part, mais il y a un mot magique que tout le monde oublie, c'est le pour. C'est-à-dire la mise en projet. C'est de mettre, en fait, de donner une direction. C'est comme si je donnais une adresse à mon GPS. S'il n'a pas de direction, il ne peut pas aller vers l'objectif. Et donc, quand je dis à l'enfant, observe le mot pour pouvoir te redire les lettres ou les revoir dans ta tête, c'est tout à fait différent si je dis, regarde bien le mot. Si je dis, l'enfant écoute la consigne pour pouvoir te la redire dans la tête et imaginer déjà ce que tu dois faire, ou pour pouvoir me poser les questions si tu n'as pas compris, c'est tout à fait différent si je dis écoute bien la consigne. Et donc ce pour, en fait, va être un pour explicitant, qui va, en donnant à l'enfant un objectif tellement précis que la mise en projet, je dirais, mentale, la structure mentale des choses à faire dans la tête va se mettre en place beaucoup plus facilement. Et donc, moi, j'explique toujours aux parents et aux enseignants et à mes collègues que c'est un mot magique. D'accord. Voilà. Ça, c'était important, cette mise en projet. D'accord. Et est-ce que vous auriez un livre, vous avez parlé tout à l'heure d'un livre Montessori, les neurosciences. Je ne sais pas si vous connaissez le titre exact ou si vous en avez un autre. Je vais le chercher. Oui. Alors, c'est celui-là. Ah oui, bien sûr. Donc, c'est Montessori, une révolution pédagogique soutenue par la science, d'Angeline Stone-Lillard, que vous connaissez sûrement, et qui a été, la traduction a été supervisée par Madame Toussaint, je pense. Et voilà, c'est vraiment très, très intéressant. J'en ai lu beaucoup d'autres de Montessori, mais dont je n'ai pas les titres parce que je ne les ai pas pris avec moi ici. Mais voilà, c'est un livre qui est vraiment intéressant, assez lourd à lire parce qu'il parle beaucoup d'études et de recherches, mais où on se rend compte qu'elle avait aussi, hein, un petit peu comme Antoine de la Garandrie, comme beaucoup de grands pédagogues de l'époque, il y a une bonne centaine d'années. En Belgique, on va retrouver De Crolly qui est dans la même veine de sens, peut-être moins dans le matériel
symbolique, mais dans le matériel purement concret, lui. On a Montessori en Italie, on a René en France. Ces trois grands pédagogues, on est en train de se rendre compte, et surtout Montessori, qu'elle avait déjà intuitionné, je dirais, et compris beaucoup de choses. Alors, un autre livre que j'aime beaucoup, c'est le livre justement du philosophe Antoine de La Garandrie, qui s'intitule « Plaisir de connaître, bonheur d'être ». Oui. Aux éditions Chroniques sociales. Et puis, il y en a un autre, un petit sympa que j'aime beaucoup, de Olivier Houdet, qui s'intitule « Apprendre à résister ». Qui en fait permet à l'adulte accompagnant et de comprendre l'importance de l'inhibition, de l'apprentissage et de l'accompagnement de l'inhibition chez l'enfant. Oui, je suis en train de terminer celui-là, avec des petits moutons sur la couverture, c'est ça? Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a une citation que vous aimeriez partager? Alors, une citation, j'aime beaucoup celle d'Antoine de La Garandrie, on s'en serait douté, qui dit, à une virgule près, donner aux enfants l'intelligence de leurs moyens, c'est leur donner les moyens de leur intelligence. Ah oui, très beau. Donc, voilà, l'intelligence de leurs moyens dans le sens, la compréhension, le sens de leurs moyens mentaux. Donc, en leur donnant cette prise de conscience métacognitive, en fait, on leur donne les rênes de leur propre intelligence, dans le sens intelligence, pas QI du terme, qui n'est pas intéressante ici, mais dans l'intelligence, dans le sens capacité d'être au monde et de faire des liens de tissage pour comprendre et être bien dans ce monde. Et on va terminer par un coup de cœur ou un coup de gueule. Alors, un coup de cœur, c'est Montessori. Voilà, ça fait 5 ans, 6 ans que je m'y intéresse particulièrement, je dirais, en tant que logopède orthophoniste, et qu'on y a touché d'abord en trempant les bouts des pieds, et puis là maintenant on envisage une formation plus sérieuse au centre. Donc ça, c'est un coup de cœur. Même si en tant que maman et grand-mère maintenant, j'ai toujours utilisé du matériel, mais sans aller plus loin. Donc ça, c'est un grand coup de cœur. Un coup de gueule, c'est le nom d'une pipe. Les enseignants, là, secouez-vous, parce que quand j'entends le nombre d'enseignants qui disent « mais on n'est pas formé pour les 10, pour aider les 10 », alors que en tout cas, personnellement, ça fait 20 ans que je suis sur le terrain de la formation d'enseignants, et que ça fait 20 ans qu'il y a des programmes, des catalogues de formation qui leur proposent des tonnes de formations qui peuvent les aider pour mieux comprendre les troubles d'apprentissage. Je dirais aux enseignants, donc le petit coup de gueule, c'est formez-vous, renseignez-vous sur Internet, déjà, même pour Montessori, pour les troubles d'apprentissage, pour la gestion mentale, même en allant voir des vidéos sur YouTube, des textes sur Internet, on peut trouver énormément d'informations, d'informations pédagogiques géniales. Il y a des sites, je ne peux même pas tous les citer, mais il y a plein de sites Internet extraordinaire qui regorge d'outils déjà faits en plus, qu'il suffit d'imprimer et de plastifier et qui peuvent donner sens aux enfants. Et donc là, je trouve qu'il est vraiment grand temps de se secouer et de sortir d'une pédagogie d'il y a, je ne vais pas dire d'il y a 100 ans, parce que celle d'il y a 100 ans, ils avaient déjà compris beaucoup de choses, mais d'il y a 200 ans, quoi. Sortons d'une pédagogie d'usine. Pour aller vers une pédagogie de vie. Et des vidéos ou des podcasts, parce que tous les vendredis, ils ont de la chance, une fois par semaine, d'écouter des invités qui ont beaucoup de choses intéressantes à partager. Merci beaucoup, Catherine. Voilà, merci Céline. À bientôt, j'espère. Au revoir. Mettre en projet, donner du sens, apprendre à apprendre, la manipulation concrète, toutes ces choses qui me semblent si importantes.
Donc j'espère que vous avez profité de cette conversation avec Catherine et n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires et à partager le podcast autour de vous pour que, voilà, que vous soyez nombreux à en profiter. Merci et je vous dis à vendredi prochain.